Bonjour, c'est Stéphane Persson. Aujourd'hui, je vous raconte une terrible affaire. Le meurtre du couple Muller à Izon. Izon est une commune du sud-ouest de la France, dans le département de la Gironde, en région Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes donc à Izon. La nuit ne fait pas de bruit. Elle s'installe doucement, comme une habitude. Les volets se ferment un à un, les lumières s'éteignent, les silhouettes disparaissent derrière les rideaux. La rue respire lentement. Un chien aboie au loin, puis plus rien. Le calme. Un calme presque rassurant. Celui qui fait croire que tout est à sa place, que rien ne peut arriver ici. Parce qu'ici, on vit tranquille. On travaille, on rentre, on dîne, on dort. On connaît les visages sans connaître les vies. On dit bonjour sans poser de questions. Et ça suffit. Mais cette nuit-là, quelque chose ne tourne pas rond. Pas un bruit, pas un cri, rien qui alerte. Et pourtant, quelqu'un est debout, quelqu'un marche, quelqu'un observe. Et dans cette rue ordinaire, une décision est en train de naître, une décision froide, silencieuse, irréversible. À quelques kilomètres de Bordeaux, Izon n'a rien d'un décor de drame, pas de tension, pas de quartier sensible, pas d'histoire qui traîne, juste des maisons, des familles, des routines, des vies qui avancent sans bruit. Dans cette rue, chacun a sa place. On sait qui part tôt le matin, qui rentre tard le soir, qui tond sa pelouse le samedi, qui promène son chien à la tombée du jour. Des détails simples, rassurants. Le genre de choses qui donnent l'illusion de tout connaître. Et au milieu de cette mécanique tranquille, il y a la maison des Muller. Une maison comme les autres, ni plus grande, ni plus discrète, juste là, à sa place. Jean-Claude et Sylviane Muller y vivent depuis des années. Un couple sans histoire, pas de conflit connu, pas de tension apparente. 2 filles, une vie construite lentement, solidement. Le genre de vie qui ne fait pas parler, le genre de vie qu'on ne regarde même plus parce qu'elle semble évidente. Le 14 décembre 2019, un samedi soir ordinaire, on imagine la maison éclairée, une présence, des gestes simples, des mots échangés, puis le calme. Comme tous les soirs, rien ne dépasse, rien ne déborde. Et pourtant, quelque part, quelque chose s'est déjà mis en marche. Un regard, une pensée, une tension invisible, quelque chose qui grandit dans l'ombre. Dans la rue, les lumières s'éteignent une à une. Les portes se ferment. Les vies se replient, et dans cette mécanique du quotidien, une faille apparaît, minuscule, invisible, mais réelle. C'est par là que tout va basculer. Il est tard. La rue est vide. Le silence est total. Et puis un mouvement, une silhouette. Quelqu'un sort de chez lui, calmement, sans précipitation, comme un geste banal, comme une habitude. Il connaît l'endroit, chaque détail, chaque distance. Il avance. Quelques pas seulement. C'est tout ce qu'il faut. Quelques mètres. Et il est déjà de l'autre côté, devant la maison, devant cette porte. Ce moment est court, mais il contient tout. Avant, il y a encore un choix. Après, il n'y en aura plus, et pourtant, il entre. La maison dort. Tout est calme. Tout est trop calme. L'air est lourd, comme suspendu. Il avance sans bruit, sans hésitation. Il sait où aller. Ce détail-là est important parce qu'il change tout. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une erreur, c'est une trajectoire précise, déjà tracée. Et puis, la chambre, le point de bascule. Ce qui se passe ensuite est brutal.
Il n'y a pas de montée progressive, pas de tension qui s'installe. Tout explose d'un coup, une violence immédiate, sèche, incontrôlable. Les coups partent, répétés, désordonnés. Le couteau frappe, encore et encore, comme si quelque chose devait sortir, comme si quelque chose devait s'arrêter, mais ça ne s'arrête pas. Pas tout de suite. La pièce se transforme, le lit devient une scène, le silence disparaît, puis revient, d'un coup, brutal, définitif. Le matin arrive sans prévenir, comme tous les autres. La rue reprend doucement vie, une voiture passe, un volet s'ouvre, quelqu'un sort les poubelles. Rien d'anormal, rien qui laisse deviner, et pourtant, derrière une porte, tout est déjà terminé. Les heures passent, la maison reste silencieuse, trop silencieuse. Puis, en fin de journée, une des filles arrive. Elle vient simplement faire une lessive, un geste banal, une habitude. La porte n'est pas verrouillée. Elle s'ouvre sans résistance. Premier détail. Un détail qui ne fait pas encore peur, mais qui devrait. Elle entre. L'air est différent. Difficile à expliquer. Pas une odeur précise, pas un bruit, juste une sensation. Comme si la maison n'était plus tout à fait la même. Le chien arrive vers elle, agité. Il tourne, il insiste. Il cherche à dire quelque chose. Elle avance pas à pas. Le cœur encore calme, sans savoir. Pas encore. Le chien la guide, toujours plus insistant, jusqu'à cette porte, la chambre. Elle pose la main sur la poignée, un geste simple, mais à cet instant précis, tout peut encore rester intact. Elle ouvre et le monde bascule. La pièce s'est figée, le temps s'est arrêté. Ses parents sont là, mais ce ne sont plus ses parents. Le regard ne comprend pas tout de suite, il refuse, il bloque. Puis les détails apparaissent, le sang, les positions, l'immobilité, la violence, une violence impossible à accepter. Le souffle se coupe, le corps recule avant même que l'esprit comprenne. C'est trop vite, trop brutal. Dans cette pièce, il n'y a plus de vie, juste les traces d'un passage, un passage violent, incompréhensible. Et au milieu de tout ça, une question qui surgit sans réponse. Qui a fait ça? Les gendarmes arrivent rapidement. La maison est bouclée, le quartier observe à distance. Les regards se croisent, inquiets, incrédules. À l'intérieur, les techniciens avancent lentement. Chaque détail compte, chaque trace peut parler. Très vite, une évidence s'impose. Ce n'est pas un cambriolage, rien n'a été emporté, rien n'a été retourné. La maison est intacte, trop intacte. C'est autre chose, quelque chose de ciblé, de précis. Les corps sont examinés, la violence est extrême et répétée, insistante, comme si l'agression ne s'était pas arrêtée au premier coup, comme s'il fallait aller jusqu'au bout, absolument au bout. Et puis, il y a ce détail troublant. Les corps ont été déplacés, pas laissés là où ils sont tombés, positionnés. C'est un geste après la violence, un geste réfléchi, et ce geste-là dérange encore plus que le reste. La police scientifique relève tout, mais la scène est pauvre, terriblement pauvre. Pas d'effraction, pas de témoins, pas de bruit signalé, juste 2 éléments, 2 fragments, un ADN masculin, une empreinte de chaussure, c'est peu. Trop peu pour comprendre, mais assez pour espérer, parce que, quelque part, cet ADN appartient à quelqu'un, quelqu'un qui a été là, quelqu'un qui a laissé une trace, sans savoir qu'un jour, cette trace parlera. Les enquêteurs interrogent. Ils interrogent tout le monde, les proches d'abord, puis les amis, puis les voisins. Parce que la réponse est peut-être là, à quelques mètres, dans cette rue. Les portes s'ouvrent, les gens en parlent, mais rien ne sort. Des souvenirs flous, des habitudes,
des banalités. Personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. La nuit était calme, trop calme. Et pourtant, quelqu'un a forcément su, quelqu'un a forcément vu quelque chose, un détail, un mouvement. Mais ce détail reste enfoui. Les jours passent, puis les semaines, puis les mois. L'enquête ralentit, les pistes s'effondrent. Cambriolage? Non. Règlement de compte? Rien ne le prouve. Crime passionnel? Aucun élément. Le dossier devient lourd, difficile, résistant, comme s'il refusait de livrer sa vérité. Pendant ce temps, le quartier reprend sa vie. Les mêmes gestes, les mêmes routines, mais quelque chose a changé. Une méfiance, une tension invisible, une question qui flotte dans l'air. Et si c'était quelqu'un d'ici? 1 an, puis 2 ans, puis 3, puis 4. 4 années de silence. Le dossier reste ouvert, mais il n'avance plus, ou si peu. Les enquêteurs reprennent les éléments, encore et encore. L'ADN est là, toujours là, mais il ne correspond à personne, pas encore. Pendant ce temps, quelqu'un continue de vivre normalement, quelqu'un travaille, discute, croise ses voisins, peut-être même la famille des victimes, sans que rien ne se voie, sans que rien ne trahisse. Novembre 2023. 4 ans ont passé. 4 années de silence, de doute, de pistes mortes, et pourtant, quelque part, la vérité est restée intacte, dans une trace minuscule, invisible, mais fidèle. L'ADN. Les gendarmes relancent des analyses, ils comparent à nouveau, ils croisent les fichiers, encore une fois, une de trop peut-être, ou une de plus, qui change tout. Et soudain, ça correspond. Un nom apparaît. Pas une liste, pas une hypothèse, une identité, un homme. Quelqu'un qui n'a jamais été inquiété, quelqu'un qui n'a jamais attiré l'attention. Et pourtant, il est là, dans le dossier, dans la nuit du crime. Les enquêteurs regardent de plus près ce profil. Un détail surgit, un détail simple, mais glaçant. Cet homme vivait juste en face, à quelques mètres de l'autre côté de la rue. Assez proche pour voir, assez proche pour observer, assez proche pour savoir. Un voisin, un homme banal, marié, père de famille, sans histoire. Le genre de présence qui rassure, le genre de visage que l'on oublie, et c'est peut-être ça le plus troublant. Parce que rien, absolument rien, ne le désignait comme capable d'une telle violence. Et pourtant, l'ADN ne ment pas. Les gendarmes n'agissent pas en panique, ils préparent l'interpellation méthodiquement. Ils savent qui ils viennent chercher, ils savent pourquoi. La porte s'ouvre, l'homme est là, calme, presque surpris, ou peut-être pas. Difficile à dire. Il ne fuit pas, il ne nie pas immédiatement, il se laisse faire, sans résistance, comme si, quelque part, il savait que ce moment finirait par arriver. La garde à vue commence. Les heures s'étirent, lentes, pesantes. Les enquêteurs avancent prudemment. Les questions sont posées une à une. Ils observent, attentifs aux moindres signes. L'homme répond, peu ou à côté. Toujours dans une forme de retrait, distant, comme absent. Mais l'ADN est là, implacable. Et face à une preuve comme celle-là, le silence finit souvent par se fissurer. Il y a un moment précis où quelque chose cède, un regard qui change, une respiration qui se bloque, une phrase qui glisse entre les dents. L'homme vacille, à peine, mais assez. Les enquêteurs poursuivent sans hausser la voix, sans brutalité. Juste une présence, une pression lente, continue, et puis les mots tombent. Oui, c'est moi. Les mots sortent nets, presque sans tremblement. Il reconnaît cette entrée, il reconnaît la nuit, la maison, le geste. Chaque mot pèse une tonne, mais il les prononce, comme si dire la vérité était moins lourd que rester silencieux. Les enquêteurs écoutent, en silence.
parce que maintenant, il faut comprendre pourquoi. Mais là, tout se brouille. Les explications sont floues, décousues, comme si même lui ne savait pas vraiment. Pas de haine manifeste, pas de raison évidente, juste une tension interne, un malaise, une construction invisible jusqu'à l'explosion. Pour mesurer l'ampleur de ce qui s'est passé, il faut regarder les faits bruts. Les autopsies des époux Muller révèlent des blessures d'une violence extrême. Jean-Claude reçoit une vingtaine de coups de couteau, dont une dizaine en plein cœur. Sylviane est frappée à de multiples reprises, puis égorgée lors de l'attaque. Ces détails ne sont pas des chiffres, ce sont des déclats de réalité qui feront frissonner le jury, l'auditeur, le monde. Il raconte une agressivité sans pitié, une déstructuration de 2 vies en quelques minutes. Ces constats seront au cœur de la procédure judiciaire à venir. Pendant 4 longues années, Ison a vécu avec une histoire en suspens. Pendant 4 ans, la rue a poursuivi sa respiration quotidienne, chaque matin. Les mêmes visages, les mêmes habitudes, mais quelque chose a changé. La normalité d'une vie tranquille s'est fissurée. Une suspicion sourde s'est installée. Une question muette flotte dans l'esprit des gens. Et si ? Parce que le contact humain parfois cache des fractures profondes. Et la banalité d'un voisinage ne garantit jamais l'absence de monstruosité. La mise en examen de l'homme ne clôt rien. Elle ouvre la porte d'un immense processus judiciaire. L'enquête est transmise à un juge d'instruction, la défense est constituée, les parties civiles également. Chaque détail va être confronté, pesé, discuté devant la cour d'assises. Le dossier est désormais suffisamment solide pour que la justice française envisage un procès. Selon les dernières informations disponibles dans le circuit judiciaire, le procès est prévu pour la fin de l'année 2026. C'est une date importante. 7 ans après le drame. Une vie d'attente pour les proches, pour les enquêteurs, pour la famille, pour tous ceux qui veulent comprendre. Ce procès sera long. Il affrontera des questions difficiles, préméditation, mobile, responsabilité, état psychologique, circonstances aggravantes et surtout, pourra-t-il restituer un sens à une nuit de violence aussi irrationnelle ? Dans une affaire d'assassinat en France, être renvoyé devant les assises signifie que la justice considère qu'il y a suffisamment d'éléments pour soumettre la responsabilité d'un homme à un jury dit populaire. Ce jury, composé de citoyens tirés au sort, devra écouter les preuves, peser les témoignages, analyser les expertises, confronter les contradictions. La peine maximale encourue pour un assassinat aggravé peut aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité. C'est dire l'enjeu humain et juridique de ce procès à venir. Et après tout cela, il reste une interrogation qui ne laisse pas enfermer dans des audiences et des verdicts. Parce que même si l'homme est condamné, la question continue de flotter. Comment ce geste a-t-il pu naître ? Comment une vie ordinaire, un voisin banal, un homme qui avait des repères sociaux, familiaux, peut-il basculer dans une violence aussi extrême ? Comment, à Ison, une rue tranquille est-elle devenue le théâtre d'une nuit indélébile ? On croit souvent que le danger vient de loin, qu'il a un visage différent, qu'il peut être vu, qu'on peut le déceler, mais parfois, il est banal, discret, insignifiant. Il dit bonjour, il sourit, il vit sa vie, et puis un jour, il traverse la rue et quelques minutes suffisent pour effacer 2 existences. À Ison, le 14 décembre 2019 n'a peut-être fait aucun bruit, mais il a laissé une trace qui ne s'effacera jamais. Parce que la vraie question n'est pas « que s'est-il passé ?», la vraie question est « comment se réconcilier avec l'idée que cela ait pu arriver ici ?»